Bien. J'essayais donc d'expliquer dans la première vidéo que la capacité qu'a le battage médiatique à superposer, si vous voulez, une réalité sur une autre, à faire primer des valeurs secondaires comme le progressisme, sur des valeurs fondamentales comme être en paix sur le continent, m'apparaissait vraiment anormal. Et que les médias ont un pouvoir trop conséquent et trop susceptible d'être assez totalitaire et désorientant, mais de manière qui m'inquiète. Or moi, si vous voulez, je dois être très original visiblement, car je préfère des conservateurs qui œuvrent pour la paix que des progressistes va-t-en-guerre qui parlent bien. C'était l'idée fondamentale. Et donc je me demandais si on avait perdu tout bon sens. Et qu'est-ce que ça cachait? Cette épée de Damoclès, donc je fais ma priorité. Cette épée de Damoclès donc d'une troisième guerre mondiale s'éloigne, et nos médias ne trouvent rien d'autre à dire que d'accuser de fascisme la nouvelle équipe. C'est ce qui me choque. Alors certains médias, pas tous, avec des niveaux de sincérité variables, j'entends. J'entends aussi que l'imprévisibilité du personnage ne permet pas non plus d'être si rassuré que cela, c'est vrai. Mais j'espère que mon argumentation est audible. Placer la question de la guerre et de la paix en numéro 1 ne semble pas si délirante. Et je sais bien qu'en politique, c'est toujours un problème de quelle est ta priorité. Alors j'en veux pas mal à l'idéologie médiatique dominante, qui me fatigue, qui nous enfume, depuis si longtemps avec un camouflage moral que j'estime complètement fake. Peut-être que j'ai trop lu Machiavel. Bon, de qui je parle, me direz-vous? Bien de ceux qui se sentiront visés, tout simplement. Toutefois, je reconnais que le système médiatique est tellement puissant, tellement impactant, c'est une telle source d'inspiration que j'ai évidemment été aidé pédagogiquement dans mon enquête. J'ai pu donc accoucher, grâce à lui, plus clairement, d'une distinction conceptuelle fondamentale entre les progressistes, tout à fait respectables, mais probablement peu visibilisés, et des pseudo-progressistes assez toxiques. Mais il faudrait faire au fond toute une gradation. J'en viens à parler de M. Jacques Weber, avec cette idée, cette performance étonnante et cette forme de dialectique de la pulsion. En effet, Saint Jacques Weber est intervenu. Bon, on va pas en faire des tonnes, hein. C'est un comédien, il intervient à la radio, ça fait donc deux bonnes raisons de distinguer l'homme du personnage conceptuel qu'il a incarné à mes yeux, mais ça a été aidant. Je ne parlerai évidemment que du second, hein, je n'ai pas la chance de connaître le premier. Mais ce comédien a incarné temporairement à mes yeux, un peu ébahi, toute une constellation de discours hégémoniques qui nous biberonnent un peu depuis qu'on est enfant. Il a incarné ce personnage conceptuel dont je voulais parler et qui pose quelques problèmes. Et cette incarnation a encore ceci d'avantageux qu'elle donne un peu de réalité concrète à ce qui m'inquiète, à savoir ce phénomène, avec des guillemets, hein, un peu des fascistes qui hurlent au fascisme. Et oui, il y a un fascisme des fins, mais il y a aussi un fascisme des moyens, une façon d'être. C'est le rapport à l'altérité au bouc émissaire qui ne va pas. Et donc ce personnage incarné, pas l'homme, le personnage, il est là offert en spectacle avec la liberté du camp du bien et des droits spéciaux associés, dirait-on, appel au meurtre. Bon, c'est courageux, hein, il s'en prend pas à n'importe qui quand même, le gars. Mais avec quand même quelques faiblesses, hein, la critique de la pulsion amenant à la pulsion. Monsieur Weber a bien dû se rendre compte de l'autocontradiction du personnage qu'il jouait, enfin qu'il jouait ou pas. Mais il a parlé comme s'il appartenait à l'aristocratie intellectuelle et morale, pour démontrer finalement qu'il était quand même un peu en dessous même de ce qu'il critiquait. En plus, factuellement, si on compare les monstres au nombre de morts, je crois que Trump peut dormir très sereinement, mais j'entends sa sensibilité écologie. Mais quand même, on fait preuve d'abstraction, et je veux dire qu'il m'a permis de conceptualiser ce que j'appellerais la personnalité PEA. Monsieur Weber m'a permis de préciser les choses.
et d'aboutir à la catégorie psychologique suivante que je vous propose. J'ai d'abord pensé aux progressistes autoritaires, mais j'ai compris qu'il fallait parler des PEA, c'est-à-dire des progressistes élitistes autoritaires. Et le PEA est heureux, hein, c'est comme plan d'épargne action, c'est-à-dire qu'on ajoute l'octroi d'un droit spécial offert par l'État. Hein. Il y a l'idée on a des privilèges, nous. Et il faut bien ajouter élitiste, hein, car on retrouve quand même un sentiment de large supériorité par rapport à la masse, réduite à la pulsion ici. Hein. Bon, c'est un peu classique. Hein. Toujours cette certitude de savoir ce qui est bon pour les autres. Une absence de confiance dans le peuple, on retrouve ça chez beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Avec un habitus un peu antidémocratique. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens comme ça. Ils sont incapables de... Leur intelligence est limitée par le fait qu'ils pensent que tout ce qui vient du peuple est forcément débile. Hein. Ils ne sont pas à l'abri de se tromper eux aussi. Hein. Je vous propose donc cette catégorie psychologique que j'espère plus précise, histoire de ne pas mettre tous les progressistes dans le même panier. Toutefois, les esprits humains sont les miroirs les uns des autres. Bon, si M. Weber était sincère, mais ce n'est pas certain, il a, disons, franchement dérapé. Bon, ça arrive, moi aussi, je suis d'une humeur épouvantable en ce moment, hein. C'est l'hiver. En même temps que je faisais des critiques de sa personne, je me suis senti un peu sale. Je me suis demandé pour qui je me prenais moi aussi. Voilà, les esprits humains sont les miroirs les uns des autres, comme disait Hume. Donc je ne veux pas accabler la personne. Je suis bien certain qu'il est bien meilleur que l'image qu'il a renvoyée de lui ponctuellement. Je change donc mon ton qui était peut-être un peu excessif, un peu passionnel, par la fatigue du système idéologique qui nous domine, même si l'injustice me semble toujours bien réelle, trop réelle. Mais je change de cadre. J'aimerais donc inviter à présent les gens, nous tous, à ce qu'on réfléchisse justement sur un gros problème de posture idéologique et sur notre rapport à la morale. Parce que quand on a une supériorité morale, on ne menace pas les gens, on ne les intimide pas, on n'invite pas à les supprimer. C'est typiquement, je crois, ce genre de personnalité PEA qui discrédite complètement la gauche actuelle. Donc c'est bien qu'on en parle, qu'on crève l'abcès, qu'on fasse un peu d'introspection, et qu'on soumette ce problème, à la fois de com et de psychologie, à l'intelligence collective, et donc qu'on fasse d'un mal un bien. Ici, un retour à Freud me semble éclairant. En premier lieu, il serait peut-être utile de cesser avec ce postulat d'une anthropologie optimiste. Dit autrement, il faudrait tempérer notre croyance en la bonté de la nature humaine que seule la société pervertirait. Nos concitoyens de gauche en sont, je crois, les premières victimes. Il s'agit donc de reconnaître en l'humain, en nous-mêmes, en tant qu'individu, l'existence de tendances mauvaises et d'agressivité, ce que Freud appelait la pulsion de mort. La morale que nous chérissons n'est peut-être qu'un léger vernis, une couche superficielle, et nous nous refusons à voir le mal en nous. Nous nous faisons de nous une telle image de pureté que nous projetons ce mal à l'extérieur. Nous nous croyons bien meilleurs que nous le sommes en réalité. Nous nous imposons des morales impossibles, comme aime ton prochain comme toi-même. Ce mensonge n'est pas absolument vain, il exprime une volonté de hauteur, mais cette volonté ce désir, si vous voulez, d'un objet assez inaccessible, a des conséquences potentiellement perverses. Et c'est ce qu'avait vu Freud. Des compensations violentes ont tôt fait d'apparaître, et l'intensité de l'effort moral se décompensera tout autant en violence face à l'objet autorisé, à l'extérieur du groupe, au bouc émissaire. L'individu hypocrite, au sens de Freud, de par l'adoption d'idéaux trop élevés pour lui, manifestement, va se transformer en moralisateur intransigeant, passant ses journées à culpabiliser autrui, usant de sa morale et de la culpabilisation d'autrui comme une compensation narcissique, avec la satisfaction consistant à se penser meilleur que les autres. Il y a des limites à nos exigences morales. Exiger trop engendre des révoltes, des névroses, et nous rend malheureux.
Il y aurait donc une hypocrisie en nous-mêmes, entre le moi et le surmoi, à trop nous prendre pour meilleurs que nous le sommes. Ainsi, nos hypocrites apôtres de la moralité, j'en ai bien peur, recherchent désespérément, plus ou moins consciemment, des méchants, afin d'expulser leur propre agressivité sans culpabilité, devenant plus violents et intolérants que les personnes qu'ils dénoncent. Dans ce cas, ils déploieront une agressivité soi-disant légitime, sous couvert de morale. Mais c'est très différent d'extérioriser ces pulsions négatives sur un individu concret en face de soi, que sur un symbole ou une institution, je trouve. Plus un système moral est strict, plus il est prévisible que l'agressivité qu'il génère soit augmentée. C'est cette auto-illusion et cet effet pervers d'une haute morale que Freud voulait faire reconnaître, je crois, en parlant des bolcheviks. Dans Le malaise dans la civilisation, on lit « Je ne partage pas l'optimisme du communisme. Je crois que la suppression de la propriété privée ne ferait que déplacer le problème, sans le résoudre. L'agressivité humaine ne disparaîtrait pas. Elle trouverait d'autres moyens de s'exprimer. Peut-être même de manière plus destructrice, et se demander ensuite, plus loin, avec inquiétude, ce que les soviets entreprendront une fois qu'ils auront exterminé leurs bourgeois. Un motif qui serait le vrai support psychologique de la culture communiste. On se pose en s'opposant. Dans Pourquoi la guerre, on lit « Les bolchevistes aussi espèrent arriver à supprimer l'agression humaine en assurant l'assouvissement des besoins matériels, tout en instaurant l'égalité entre les bénéficiaires de la communauté. » Et il dit encore « J'estime que c'est là une illusion. Ils sont pour l'heure minutieusement armés et la haine qu'ils entretiennent à l'égard de tous ceux qui ne sont pas des leurs n'est pas le moindre adjuvant pour s'assurer la cohésion de leurs partisans. » Donc ce n'était pas chez lui un mépris de la gauche qui s'exprimait, mais la conséquence logique d'une conception anthropologique, disons, désillusionnée. L'agressivité reste là, malgré tous nos efforts, même si on n'en a pas conscience. J'invite donc certains de nos concitoyens de gauche les plus excessifs à s'interroger sur leurs idéaux moraux. Ce sont, je crois, ces raisons qui font que la supériorité morale des gens de gauche semble si discutable et si discutée actuellement dans notre culture, et qu'ils sont en train de perdre complètement la bataille intellectuelle, mais c'est mérité. Cette incapacité haineuse à accepter les points de vue divergents, cette nette expression de haine à l'égard de ce qui n'est pas soi, mais ça se voit, et ça pose franchement question. Et c'est aussi pour cette raison qu'on ne trouve pas légitime que de pseudo-apôtres de la tolérance, hypocrites au sens freudien, puisqu'ils ont une morale au-dessus de leur niveau, se réservent le droit de légiférer autour de la liberté d'expression et de la morale. Soyons donc tous peut-être un peu moins hypocrites, et adoptons des idéaux moraux humainement atteignables, tout en tempérant nos pulsions de destruction. En bref, essayons d'épouser une morale la moins sacrificielle possible. Donc voilà. J'étais parti, c'est vrai, pour une critique bien plus féroce. Mais je vois que Jacques Weber, de par ses interventions dans d'autres vidéos, a complètement inhibé cette agressivité de ma part. Et c'est sûrement heureux, c'est probablement mieux ainsi. J'espère que le message passera d'autant mieux. Le camp du bien, en détruisant à peu près toutes les valeurs qu'il défend si mal, gagnerait à une sévère et juste introspection. Il gagnerait aussi en dignité à céder un peu d'espace au véritable pluralisme. J'aimerais enfin que nous nous élevions en tolérance, en comprenant que les humains sont la plupart du temps en conflit politique seulement parce que leurs besoins prioritaires sont temporairement différents, mais qu'ils ont fondamentalement les mêmes besoins, je pense à Maslow. Et cette approche a en plus l'avantage de rappeler que, en gros, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous sépare. J'aimerais donc que nous arrivions à dépasser nos différences idéologiques
pour construire, sur un socle commun, un avenir plus harmonieux, respectueux et démocratique. Démocratique, cela veut dire qu'il n'y a rien qui puisse conférer aux progressistes autoritaires le droit de se passer du consentement du peuple. Quant à moi, je réserve mes pulsions agressives à l'Union européenne, si elle est bien incapable, comme je le crois, d'être autre chose qu'une institution un peu nuisible quand même, et j'attends ces explications détaillées sur sa façon d'appréhender la liberté d'expression, et les raisons, j'imagine, très objectives, qui la poussent à faire revoter ou court-circuiter les peuples, à annuler des élections, par exemple dans le cas de la Roumanie, que je suivrai de près, qui m'a l'air important. Ça m'intéresse, et j'ai bien peur qu'on ait là-bas bien pire que des PEA. Je pense qu'il est grand temps de se libérer, et j'estime encore que je ne vois pas comment on peut avoir de la coopération, de la cohésion, sans expérimenter et défendre et revendiquer ce point commun que nous devrions avoir, je crois, qu'est le combat pour la démocratie, mais au sens beaucoup plus orthodoxe que le gouvernement représentatif, mais bien le retour de la souveraineté et de la puissance, un peu de puissance législative du peuple. J'en ai terminé, et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.